C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cet atelier sur le plagiat et la prévention du plagiat lors des évaluations à distance. C'est un atelier qui va durer 1h30, donc de 9h30 à 11h, suivi d'une pause de 11h à 11h10 et d'un partage de pratique. Alors, nous sommes plusieurs à co-animer aujourd'hui, comme ce fut le cas lundi pour l'activité sur les caméras. Jérôme Bossé, Marcel Landry, Geneviève Lavoie, Anne-Marie Nadeau, mon retour Anne-Marie, et moi-même. Nous allons aussi avoir une invitée, Catherine Elliott, qui va intervenir pendant la rencontre. L'atelier est enregistré. La diffusion va se faire auprès du personnel enseignant du Collège de Rimouski. Alors, merci d'être au rendez-vous ce matin. Mise en contexte, le plagiat, la tricherie, la fraude seraient plus élevés, les risques seraient plus élevés en formation à distance. Alors, c'est certain qu'on parle ici d'une question sensible. Vous avez enseigné à distance depuis le printemps dernier et plusieurs d'entre vous avaient manifesté un désarroi par rapport à l'augmentation du nombre de triches à distance. On a vu beaucoup d'articles à ce sujet aussi dans les médias à l'automne. Alors, on est conscient ce matin qu'on aborde un sujet délicat qui vous fait vivre beaucoup d'inconfort comme enseignant. C'est certain que ça vient toucher à la relation pédagogique qu'on a avec nos groupes et avec chacun de nos élèves. Il n'y a pas un enseignant qui est à l'aise, qui est confortable lorsqu'il a géré un cas de triche ou de plagiat. Ça vient toucher la question du sens aussi de notre travail d'enseignant. On enseigne, que ce soit pour transmettre, faire apprendre, peu importe le paradigme dans lequel vous vous situez, on est là comme enseignant pour que les étudiants développent des connaissances, des compétences. Et la triche, le plagiat, la fraude, ça vient heurter, sinon même briser la relation qu'on a avec nos groupes. Donc, c'est normal que ce soit vécu difficilement par chacun d'entre vous et qu'à chaque fois, chaque nouveau cas demande aussi de gérer les difficultés liées à ces situations-là. Donc, c'est en toute conscience de cause qu'on aborde ces questions-là avec vous aujourd'hui. On aimerait ça aussi avoir un aperçu de votre vécu, à vous qui êtes présents ce matin, qui vous êtes donné cet espace-là pour réfléchir à ce qu'on peut faire comme enseignant. Elle est où notre zone d'action par rapport à cette réalité-là? Pourriez-vous, pour nous donner un aperçu de votre vécu, aller indiquer par un crochet si au cours de l'automne et du printemps dernier, disons depuis que vous enseignez à distance ou en partie à distance, si vous avez vécu des cas de plagiat, tricherie ou fraude. Alors, je vous invite à utiliser le petit crochet pour nous indiquer si c'est le cas. Alors, je vous invite à regarder aussi à l'écran, pour ceux qui se demandent où se trouve le petit crochet, là, vous avez les réactions que vous pouvez utiliser pour manifester votre vécu. Annie-Claude, ça dépend aussi de la version qu'on a. Il peut être dans participant aussi. D'accord, merci. Pas des versions de Zoom. Jérôme et Geneviève, qu'est-ce que ça nous donne comme portrait? Ça a été comme difficile à compter, étant donné qu'il y en a qui apparaissaient puis qui disparaissaient avant les autres, mais peut-être comme ça, là, 8 personnes. D'accord. Et je vois aussi que certains d'entre vous ont inscrit dans le document collaboratif dont l'hyperlien se trouve à l'écran. Vous avez inscrit pour certains des difficultés vécues déjà, ce qui fonctionne, ce que vous avez tenté qui a bien fonctionné en termes de prévention, puis des commentaires. Donc, on vous propose d'utiliser à nouveau cette formule-là pour inscrire vos questionnements qu'on va aborder en cours de rencontre pendant les périodes de questions, mais aussi si on a besoin de plus d'espace pendant le partage de pratique qui va suivre. Je vois d'ailleurs quelqu'un qui a écrit une difficulté sur Moodle, le mélange des questions et des choix multiples
qui n'empêche pas nécessairement la communication entre les personnes, hein, même si les formats d'examen diffèrent. Et ça n'empêche pas non plus l'utilisation de l'audio pour communiquer d'une personne à l'autre. Alors, j'imagine que si on utilise la vidéo, ça n'empêche pas l'option audio. Effectivement, chaque outil a ses limites. On va en discuter aujourd'hui. On part aussi d'emblée avec l'idée suivante, c'est qu'on peut faire notre maximum pour réduire les risques de plagiat, de triche, mais on ne peut assurer qu'il n'y en aura pas. Donc, toute la posture à avoir comme enseignant, elle se trouve là, c'est jusqu'où je peux aller, qu'est-ce que je peux faire, puis ensuite de ça, d'accepter aussi le fait qu'on ne pourra jamais contrôler à 100% ces risques-là. Alors, enchaînons avec notre proposition en termes de contenu pour la rencontre. 3 objectifs. Connaître les actions déployées au Collège de Rimouski, au Cégep en particulier, pour sensibiliser les étudiants parce qu'il y a du nouveau à l'hiver et on va vous informer assez en détail là, de ce qui va être fait pour la sensibilisation des étudiants. Deuxièmement, planifier sa stratégie d'évaluation et les outils adaptés. C'est certain qu'on a ici un objectif très large, mais on ne peut pas passer à côté. Comment on peut, comme prof, dans la conception de nos évaluations, faire des choix qui limitent les risques. Et troisièmement, connaître les différents outils, stratégies pour contrer le plagiat, la tricherie et la fraude. Donc, comment intervenir plus spécifiquement pendant les évaluations et après. Donc, 3 objectifs qui pourront être approfondis à partir de nos heures 10 pendant le partage de pratiques. On a un agenda, comme d'habitude, assez réglé en termes de temps pour ce matin. Vous allez me voir intervenir parfois auprès des co-animateurs pour leur indiquer que le temps tire à sa fin pour leur partie. Donc, on s'est entendu encore une fois sur ce mode de fonctionnement pour que ce soit dynamique aussi pour vous, qu'il y ait plusieurs animateurs. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main virtuelle ou écrire en particulier à moi comme animatrice principale dans le clavardage. Mais vraiment, je vous invite, dans la mesure du possible, à garder vos questions pour les périodes de questions. Elles sont au nombre de 3, donc une première période de 7 minutes, une deuxième de 7 minutes vers 10h30, et à la toute fin aussi, on aura au moins 5 minutes pour les questions. Donc, on va vraiment là, respecter ces périodes-là pour assurer la fluidité de la présentation. Ordre du jour. Je vous laisse voir l'image à l'écran que Marcel nous propose ce matin. Donc, ça vient illustrer ce dont on a discuté depuis quelques minutes. Ordre du jour, 9h30 à 11h, avec des périodes de questions intercalées, 11h à 11h10 pour la pause et partage de pratique. Est-ce que ça vous va comme proposition? Vous êtes prêts? Alors, on se lance avec une première partie. Qu'est-ce qui va être fait au niveau du Cégep pour la sensibilisation des étudiants ce trimestre? Je passe la parole à Geneviève. Oui, bonjour. Tu peux changer la diapo, s'il te plaît? Donc, on va commencer juste pour être sûr qu'on n'est pas mélangé là, avec la différence entre plagiat, tricherie et fraude. Souvent, on en parle, on utilise un de ces 3 mots-là en les englobant tous. En fait, le plagiat, c'est vraiment quand on s'approprie le travail d'autrui ou une partie du travail d'autrui, ou on participe à s'approprier le travail d'autrui sans en citer la source, sans indiquer la référence. Donc là, c'est vraiment le plagiat. Puis la fraude, c'est vraiment plus au niveau des agissements. Donc, c'est plus une action qui consiste à tromper, à tricher, à falsifier des documents, à falsifier des résultats ou encore à remplacer une autre personne, donner les réponses à la place de l'autre ou communiquer en parallèle sur Facebook ou par message texte. Bon, c'est vraiment plus au niveau des agissements, tandis que le plagiat, là, comme je disais, c'est vraiment plus le fait de s'approprier que des écrits ou des idées sans nécessairement en citer les sources. Dans tricherie et fraude, on va aussi inclure utiliser du matériel non autorisé, donc par exemple une calculatrice en mathématiques, une calculatrice scientifique, mettons. Puis si vous voulez des exemples pour chacun des types de délits, dans le cadre local d'application qui est dans la communauté de la direction des études sur Omnivox, vous allez
en retrouver là, plusieurs. Donc, nous, en tant que prof, on peut se demander qu'est-ce qui a été le plus fréquent cet automne. On avait une session qui était hors du commun. En fait, nous, les CP, ce qu'on a remarqué, on a eu plusieurs questions de profs. On a eu des personnes qui ne savaient pas trop non plus comment utiliser la procédure. Puis, ce qu'on a remarqué, c'est que c'était surtout des cas de tricherie et de fraude. De non-respect des contextes de réalisation ou de non-respect des consignes de l'évaluation. On peut changer la diapo, Anne-Claude. Ah, ben, excuse-moi, je vais juste dire que, un peu comme la formation de lundi, pour ceux qui y étaient, dans le PowerPoint qu'on va vous fournir, il y a des liens cliquables vers des documents externes. Donc, par exemple, la politique E05 du Collège de Rimouski, ben, elle est accessible là, sur le petit lien en bas. Donc, quelles sont les causes du plagiat, de la tricherie et de la fraude? Donc, c'est important de se questionner parce qu'une fois qu'on a identifié quelques causes, bien, évidemment, on va identifier des pistes de solutions, que ce soit préventif ou correctif ou même dissuasif. Donc, des problèmes de gestion de temps. Donc, un étudiant qui se rend compte qu'il n'a pas eu le temps d'étudier son examen, bien, il va essayer de pallier son manque d'études en ayant du matériel non autorisé, par exemple. Ça peut être par manque de connaissances méthodologiques. Là, à ce moment-là, on va peut-être plus parler de plagiat. Donc, comment citer les sources, comment mettre nos références. Ensuite, on peut parler des faiblesses de la maîtrise de la langue, de la pression pour avoir des notes élevées. Ça, c'est une des causes sur lesquelles on a plus difficilement un effet en tant que prof, mais on peut quand même essayer d'agir en sensibilisant nos étudiants là, par rapport aux notes élevées, puis bon, par rapport aux notes plus attendues versus avoir une note parfaite aux évaluations. Ça peut être aussi des étudiants qui désirent égaliser les chances. Donc, j'ai un ami qui a triché, c'est pas fait pogner, mais pourquoi je le ferais pas? Sinon, c'est pas juste. Ça peut être aussi l'étudiant juge que le cours est inintéressant ou inutile, donc pourquoi il apprendrait ça? Donc là, ben, il va préférer tricher. La tâche peut être jugée au-dessus de ses capacités. Donc là, il y a un grand sentiment pas d'incompétence, mais presque. Puis, ben, il va essayer de s'en sortir en trichant. Donc, un peu comme on disait lors de la formation sur les caméras, lundi, c'est pas nécessairement dirigé contre le prof. Hein? Ça peut être un mécanisme d'autodéfense. Donc, je ne suis pas prêt pour mon examen. Qu'est-ce que je peux faire dans ma panique? Ben là, je vais me trouver des moyens de rendre la marchandise, là, en bon français, si on veut, plutôt que de risquer un échec. Donc, ça peut être que je perçois que le risque de me faire prendre est faible. Ça peut être des différences culturelles dans l'apprentissage. Fait que les questions qu'on peut se poser, c'est nous, en tant que prof, sur quoi est-ce qu'on peut agir? Puis c'est un peu sur ça qu'on veut vous jaser aujourd'hui. Donc, les activités de sensibilisation, de prévention, de dissuasion, bien, on peut les catégoriser selon les causes sur lesquelles elles agissent, mais aussi sur le type d'intervention. Donc, par exemple, on va vous parler tout à l'heure des politiques concernant les délits, le plagiat. Même moi, je mélange les trois mots en incluant tout ensemble. Donc, ça peut être, c'est ça, l'effet préventif. Donc, informer les étudiants, plus on va en parler, plus ils vont être informés, plus ils vont être conscientisés à la tricherie, la fraude et le plagiat. Ça peut être par l'animation d'une discussion en classe. Ça, on est vraiment dans le préventif. Quand on est dans le choix des stratégies d'évaluation puis la conception des outils d'évaluation, bien là, on va être plus dans le dissuasif. Hein? On sait que des fois, il y a des étudiants qui ont peut-être une petite idée de tricher, mais là, s'ils voient qu'il y a un effet dissuasif, bien là, ils vont laisser tomber puis ils vont vraiment y aller de façon intègre. Puis sinon, bien, on a le suivi et les actions en cas d'infraction. Bien là, on va vraiment être plutôt dans le correctif, donc une fois que le délit a été commis. Donc là, je vais passer la parole à Jérôme qui va justement y aller avec les trucs un petit peu plus préventifs. Oui, bien, à l'origine de la prévention du plagiat, on retrouve notre politique E05, celle valorisant la rigueur et l'honnêteté intellectuelle, et sa procédure d'application qu'on trouve dans notre cadre local, finalement. Donc, tous ces documents-là, avec les formulaires utiles, se retrouvent
dans la communauté de la direction des études sur Omnivox. Et le mot d'ordre, finalement, c'est de se rappeler que la politique s'applique de la même manière à distance qu'en enseignement en présence. Il y a d'ailleurs des petits ajustements qui ont été faits pour faciliter ça, parce que, bon, au printemps, au début de l'automne, on avait eu vent entre autres, la rigidité des formulaires qui étaient des PDF, des documents à remplir à la main avec signature obligatoire. Donc, maintenant, le formulaire, l'annexe 2A, le formulaire pour déclarer l'infraction, par l'enseignant est un formulaire remplissable en ligne et la signature n'est plus en quelque sorte obligatoire. Là, on peut le faire à distance. Donc, tout ça s'applique comme en présence. Et il faut continuer je pense qu'on ne se le répétera pas assez, collectivement, il y a un effort pour la déployer, l'appliquer au maximum parce qu'elle elle sert, si on veut, à contribuer à aider nos étudiants à développer ces valeurs de rigueur, d'honnêteté intellectuelle qu'ils ont à développer aux études supérieures. C'est notre principal outil pour y arriver, le premier. Elle précise des responsabilités à chacun. L'élève a l'obligation de s'engager à respecter la politique et les processus, les sanctions qu'elle comporte. Donc, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Du côté de l'aide pédagogique individuelle, il est en support à l'enseignant. Donc, l'API va faire le suivi au dossier de l'élève, va inscrire la déclaration que l'enseignant va constater. Il va pouvoir faire le suivi, à savoir, dans le dossier de l'élève, est-ce qu'il y a récidive? Est-ce qu'on est sur un cas de récidive? Auquel cas, il va pouvoir communiquer l'information à l'enseignant, ce qui précise la sanction, parce qu'il y a une échelle de sanction, une gradation. On n'est pas seul non plus comme enseignant. Nos collègues, notre coordonnateur, nos conseillers pédagogiques, ils sont là pour nous aider à l'interpréter, à réfléchir peut-être à la situation pratique parce que c'est ce qu'on a constaté beaucoup à l'automne, déjà au printemps, mais à l'automne surtout, des cas qui étaient flous. On se questionnait beaucoup. La question du fardeau de la preuve là, repose beaucoup sur la pratique puis les méthodes de l'enseignant. Et souvent, on se ramasse devant des situations où on a une impression de plagiat ou peut-être une certitude, mais on n'est pas sûr d'avoir la preuve pour l'amener jusqu'au bout. Et c'est là où on peut avoir besoin de partager avec nos collègues, avec les CP, essayer d'interpréter tout ça. On est là pour accompagner. Et bien sûr, de ne pas hésiter à échanger, surtout, ça peut sembler amusant, mais on a des enseignants qui, devant un soupçon, finissaient par donner un passe-droit à un élève pour toutes sortes de raisons liées à la relation pédagogique. Euh, et en discutant avec des collègues par après, ou peut-être avec l'appui, on se rendait compte que le même élève était gracié par plusieurs enseignants en évoquant à peu près les mêmes raisons. Il savait jouer sur les bonnes cordes sensibles ou il savait euh, jouer sa game finalement et passer entre les mailles. Donc, il y a un souci aussi de coordonner nos actions et d'appliquer la politique le plus rigoureusement possible pour arriver finalement à évoluer vers la direction qu'on souhaite là, de rigueur, d'honnêteté intellectuelle. L'enseignant, dans le cadre de cette politique-là, a la responsabilité de déclarer, de signaler les infractions, de rencontrer l'élève pour clarifier la nature de l'infraction qu'il a constatée et de la signaler grâce au formulaire, l'annexe 2A à l'API qui va l'inscrire au dossier. Donc, c'est vraiment le moteur, l'engrenage qui fait fonctionner tout ça. Vous êtes aux premières loges, finalement. Mais tout ça, bien sûr, on le rappelle, on l'avait rappelé dans nos messages, se fait en déployant notre jugement professionnel. L'enseignant et le maître d'œuvre, c'est lui qui est au contact de l'étudiant, c'est la personne qui connaît le mieux le contexte, la relation pédagogique, les enjeux, les apprentissages à faire. On se respecte aussi. Il y a des moments où on peut être fatigué, l'énergie peut venir à manquer, ça peut être flou, on n'a pas envie de peut-être se battre à fond pour identifier les preuves les plus incontournables. Bref, on applique cette politique-là du mieux qu'on peut, le plus rigoureusement possible, mais en respect et en déployant notre jugement professionnel, bien sûr. Comment ça peut se faire? Bien, on va le voir en rappelant les grandes étapes du processus. Bien, la première étape, lorsque l'enseignant constate une situation de tricherie, de plagiat, bien, c'est de rassembler les informations. On fait référence ici à tout ce qui est fardeau de la preuve, si on veut. Là, ça peut être un enregistrement, on va voir quelques options aujourd'hui. Ça peut être des traces dans des documents, des comportements qu'on arrive à documenter, mais qui contreviennent aux règles, par exemple aux consignes qui avaient été émises. Donc, on rassemble tout ça, puis on rencontre l'élève. Dans une rencontre qui a pour but de faire la clarification de qu'est-ce qui est, si on veut, le délit qui lui est reproché, les éléments qui l'expliquent, et là, on va corroborer ou infirmer le jugement, l'observation, l'intuition de l'enseignant.
et donner suite selon le cas. Donc, on sait, surtout dans des cas de plagiat, par exemple, on peut être du côté plutôt de la bonne utilisation de méthode et finalement arriver à s'entendre sur le fait que ce n'est pas un plagiat, c'est une mauvaise utilisation de la méthode. La prochaine fois, on fera mieux. Ou alors, on vient plutôt corroborer l'idée que non, c'est quand même un délit, c'est un plagiat intentionnel ou une tricherie. À ce moment-là, l'enseignant va informer des sanctions et des mesures d'encadrement possibles et, suite à la rencontre, va remplir le formulaire de déclaration, l'annexe 2A, là, qui est, je le répète, sur la communauté Omnivox de la direction des études, qui est un PDF remplissable en ligne. Il va l'acheminer à l'aide pédagogique individuelle. Ensuite, l'API prend le relais, il vient en support, il va rencontrer l'élève, l'informer du mécanisme d'appel, entre autres, de la sanction à laquelle il s'expose, va aussi communiquer la sanction à l'enseignant du fait qu'il a accès au dossier, puis il va voir est-ce qu'on est sur un cas de récidive et pouvoir finalement informer l'enseignant de la sanction à appliquer. La dernière étape, une fois que ça revient dans les mains de l'enseignant, si on est sur une première infraction, c'est un 0 à l'évaluation où elle a été constatée, où elle s'est appliquée, et une formation obligatoire sur le sujet, la rigueur et l'honnêteté intellectuelle qui va être dispensée par le centre d'apprentissage. En cas de récidive, il y a une gradation, donc toujours un 0 à l'évaluation, mais cette fois-ci, ce n'est plus une formation obligatoire, on va sur un contrat moral, un engagement. Si on veut dans la signifiance puis l'engagement, on va un peu plus loin. Et à la troisième étape, selon la gravité de l'infraction, bien sûr, parce que si on va sur des cas de fraude qui pourraient être jugés beaucoup plus importants, on pourrait accélérer la gradation. Ça va être un 0 à l'évaluation, éventuellement un 0 au cours, et ça peut même aller jusqu'à une rencontre avec la direction, puis une possible exclusion. Donc, on va essayer de rassembler les étapes, si on veut, les grands moments là, en quatre balises. Il faut les avoir en tête au moment d'intervenir, et surtout, dès le début, tout ça commence bien sûr par, je rappelle, la question du fardeau de la preuve. Ça commence par des consignes claires et des outils qu'on déploie pour être capable de bien documenter le contexte dans lequel nos évaluations se réalisent. Je vais maintenant inviter Catherine à nous parler des nouveautés cet hiver, entre autres, en matière de sensibilisation. Bonjour tout le monde, je suis ici comme co-responsable du Centre d'aide à l'apprentissage, où je suis depuis 3-4 ans maintenant, là, mais c'est sûr, depuis que la politique est rentrée en action, on a eu une augmentation fulgurante du nombre d'étudiants qui participent à notre atelier sur le plagiat et l'honnêteté intellectuelle. Je dois dire, malheureusement, à chaque trimestre, c'est le grand gagnant du nombre d'ateliers donnés. Et ça ne fait que monter en flèche, malheureusement. Alors, pour la politique et sensibilisation, on a créé, en fait, ce qui va se passer, c'est des outils qui ont été partagés avec l'ensemble du personnel enseignant dans les derniers trimestres, surtout depuis que nous sommes à distance. Vous avez tous reçu, je crois, un message Gmail qui expliquait un peu plus les mesures qui étaient disponibles. On a partagé nos ressources qui sont déjà en place avec l'apprentissage. Il y a une présentation PowerPoint qui est disponible que vous pouvez mettre à la disposition de vos étudiants. Vous pouvez nous inviter dans votre classe aussi pour faire l'atelier nous-mêmes. Et il y a même un petit vidéo courte, PowerToon, je crois que c'est 4 minutes et demie, qui fait en gros l'explication de qu'est-ce que c'est le contrat, la politique qui valorise la rigueur et l'honnêteté intellectuelle. L'honnêteté, c'est un mot que j'ai vraiment la difficulté à dire, fait que vous m'excuserez. Moi, je parle de « il faut être honnête », si ça va mieux. Fait que c'est ce trimestre-ci, à la demande de Jocelyne Meadows, là, on nous a demandé de dire, mais on a fait quand même beaucoup de sensibilisation dans les dernières années, surtout depuis virement en apprentissage à distance, mais il y a encore une grande majorité des étudiants qui proclament l'innocence quand ils viennent nous faire l'atelier. Moi, je ne savais même pas que ça existait, cette politique-là. Alors, puisque c'est une politique qui est quand même obligatoire, il faut s'engager à respecter la politique. On s'est dit, mais il faut vraiment que tous les étudiants soient capables de savoir mais qu'est-ce que ça contient et de s'adhérer vraiment consciemment. Alors, depuis quelques temps, moi et Jérôme, on a travaillé ensemble avec l'équipe de Jocelyne aussi pour créer une situation pour mettre en place une contrat d'intégrité qui va être lancée sur Omnivox la semaine prochaine, c'est mercredi le 27 janvier, que ça va être accessible à tous les étudiants actifs au Cégep de Rimouski. Et par la suite, chaque trimestre, ça serait envoyé à tous les nouveaux étudiants qui commencent leurs études au Cégep de Rimouski.
Fait que le 27, les étudiants vont recevoir un sondage à remplir. C'est obligatoire, mais ils ont la chance de reporter à quelques reprises à plus tard. Mais ils doivent compléter ce sondage-là avant de pouvoir continuer à utiliser Omnivox. Fait que c'est sûr que c'est un incitatif de le remplir. Mais la veille, pour bien expliquer et sensibiliser le fait que les étudiants vont avoir le contrat à remplir, ils vont recevoir un MIO qui va expliquer le contexte pour faire leur demande de remplir ce contrat. Et ça inclut aussi une liste de tous les outils et mesures de sensibilisation qui sont disponibles pour l'ensemble des étudiants et les enseignants. Alors, la veille, le mardi le 26, les étudiants vont recevoir ce message-là, les invitant le lendemain de remplir le contrat d'intégrité. Je vais vous montrer, est-ce que moi je peux partager? Je crois que oui. Une seconde, merci beaucoup. Je vais vous montrer une version PDF qui va être disponible. Un peu, je vais juste tasser ça un peu. C'est une version, parce que malheureusement, dans Omnivox, le contrat, les étudiants ne reçoivent pas de copie. Alors, on voulait s'assurer que les étudiants reçoivent une copie de ce qu'ils vont signer et comme signature, mais en fait, c'est des cases à cocher. Fait que dans la situation où nous indiquons ici, c'est quoi l'honnêteté intellectuelle, on parle vraiment de c'est quoi des descriptions des trois options, les trois mesures. Et il faut que les étudiants aient coché ici pour pouvoir poursuivre. Qu'est-ce qu'une action de plagiat de fraude? On donne quelques exemples. Les exemples qui reviennent le plus souvent quand on reçoit des étudiants en contexte d'atelier obligatoire pour que ça soit vraiment clair, mais c'est sûr, c'est de la fraude ou c'est du plagiat ou c'est de la triche. Encore une fois, l'étudiant doit dire « j'ai lu et compris ». On explique les sanctions qui sont disponibles pour l'étudiant selon la gravité et le nombre de reprises que l'étudiant a fait des récidives. Alors, ça explique vraiment pour la première infraction, deuxième, troisième. Encore une fois, j'ai lu et compris. Et les responsabilités de l'étudiant qui sont vraiment toutes énumérées dans la politique. On a pris ici mot par mot. Fait que je suis tenue de faire preuve de rigueur, etc. Je prends les moyens pour prévenir le plagiat et la fraude. Et dans un contexte, je participe à l'application de la procédure. Alors, encore une fois, j'ai lu et compris. Et la dernière question, je m'engage à faire preuve d'intégrité et à respecter la présente politique. On considère qu'avec ça, au moins, les étudiants vont plus dire il faut vraiment dire que les étudiants sont plus informés et sensibilisés qu'avant tout. Merci, Catherine. Est-ce que ça conclut pour ce qui est des informations que tu voulais nous transmettre? Merci de ta présence. Pardon? À moins qu'il y ait des questions. Oui, on pourrait prendre une ou deux questions peut-être pour pouvoir ensuite enchaîner avec la suite. J'aurais une question, moi. D'accord. Oui, en fait, je me demandais, Catherine, est-ce que c'est possible, en tant qu'enseignante, d'avoir le contrat au complet, à savoir qu'est-ce que l'étudiant a coché finalement, là? L'étudiant n'a pas le choix de ne pas cacher. Alors, l'étudiant doit cocher, sinon, il ne peut pas utiliser Omnivox. OK, mais est-ce que nous, c'est possible en tant qu'enseignant de l'avoir, ce contrat-là d'intégrité, juste voir qu'est-ce qui était écrit dans ce contrat-là pour savoir qu'est-ce que l'étudiant s'engage? Oui, je crois que l'objectif SCEP, c'est de fournir une copie une fois que c'est envoyé à tous les étudiants. Je pense que ça fait partie de plan de communication. D'accord, merci. Ça fait plaisir. On prend bonne note aussi, Geneviève, de ta demande. Là, on pourrait la transmettre à la direction. Je vais maintenant passer la parole à Anne-Marie. Oui, bonjour tout le monde. Donc, on va passer à la diapositive suivante. Tout à l'heure, Geneviève parlait de l'importance justement d'informer nos étudiants là, justement par rapport à la probité intellectuelle. C'est sûr que de parler de la probité intellectuelle, de répéter le message, c'est l'une des manières les plus efficaces pour inciter les étudiants justement à être honnêtes. Donc, est-ce que Annie-Claude, tu peux faire apparaître les petites puces? Donc, comme enseignant, on a une posture qui est très privilégiée par rapport au message justement qu'on veut véhiculer auprès de nos étudiants. Puis, on est un messager très pertinent.
Puis de par notre proximité avec nos étudiants aussi, on amène une crédibilité au message qu'on veut partager aux étudiants par rapport à l'importance de l'honnêteté intellectuelle, puis de valoriser aussi la probité. Donc, on essaie de faire en sorte, dans nos interventions pédagogiques, de privilégier le plus possible nos interventions en amont du plagiat et de la fraude. Donc, on se doit d'informer, de sensibiliser, d'éduquer. On a un rôle aussi par rapport à amener nos étudiants à réfléchir par rapport aux valeurs qu'ils ont, leurs actions par rapport à ces enjeux-là, qui sont des enjeux éthiques. Donc, c'est des réflexions qui peuvent se faire autant au niveau du niveau académique, personnel, professionnel. Puis, ce que j'aurais le goût de vous dire, c'est qu'il existe 2 outils qui ont été élaborés par l'Université de Montréal qui sont drôlement intéressants. Un premier outil, justement, qui nous propose des pistes pour faire amorcer des discussions en classe. Puis, pour articuler de façon cohérente, justement, cette discussion-là en classe, c'est important de raccrocher ça avec notre approche programme, justement pour avoir des actions qui soient cohérentes, qui soient chronologiques, qu'il y ait une logique dans l'articulation de nos interventions. Donc, de bien cibler ce sur quoi on veut faire nos interventions, la séquence qu'on va vouloir les faire dans notre approche programme. Donc, au cours des trimestres, qu'est-ce qu'on déciderait, par exemple, de privilégier? Quelles seraient les disciplines, par exemple, qui seraient responsables peut-être de certains types d'interventions? Puis, il faut tenir compte aussi du degré de maîtrise de nos étudiants par rapport à ces compétences informationnelles-là. Nos étudiants n'arrivent pas nécessairement tous avec le même bagage. C'est important de tenir compte de tout ça dans une pédagogie, par exemple, de première année. Donc, nos étudiants au premier trimestre vont avoir des interventions, puis on va vous donner de l'information justement pour faire en sorte qu'ils aient une bonne connaissance de ce qui est attendu au niveau collégial. Ils ont déjà un bagage par rapport à ça. Mais c'est important là, de faire en sorte de continuer à parfaire ces habiletés-là. Donc, le document qui a été proposé, et justement, vous allez dans le PowerPoint en bas, là, avec l'hyperlien, vous allez pouvoir avoir accès à ce document-là qui a été élaboré par l'Université de Montréal, où on vous propose plein de pistes, justement, pour amorcer des discussions sur la probité intellectuelle en classe. Donc, à défaut d'être inspiré, je suis convaincue que vous avez plein de solutions et d'inspiration par rapport à des sujets de discussion. Mais l'Université de Montréal, justement, ont catégorisé justement le type de sujets de discussion qu'on pourrait amener en classe. Ça peut être intéressant de s'y référer justement quand on peut être en panne d'idées puis quand on veut organiser quelque chose, par exemple, dans le cadre d'une approche programme. La seconde diapositive dont je veux vous parler, c'est encore une fois un document qui a été élaboré par l'Université de Montréal où on propose des pistes d'intervention. Encore une fois, ce document-là, vous y avez accès à travers le PowerPoint là, avec l'hyperlien dans le bas de la diapositive. C'est des belles pistes d'intervention pédagogique qui sont proposées. Ces pistes-là sont préconisées justement dans la littérature sur le sujet. Puis, c'est important comme enseignant, comme pédagogue, d'associer nos interventions pédagogiques aux causes sur lesquelles on veut agir. Donc, si on veut agir sur la sensibilisation, sur la motivation, bien, on a plein de pistes d'intervention qui sont proposées. Ces pistes d'intervention-là, il y a peut-être des petites choses qu'on pourrait parfaire dans le document, mais c'est quand même un document super intéressant pour nous inspirer justement sur des pistes d'intervention. On a des grandes catégories. Entre autres, la première catégorie qui est au niveau de l'information. Donc, il va de soi qu'on doit informer nos étudiants, mais aussi, il ne faut pas oublier d'informer nos techniciens de travaux pratiques qui sont en collaboration avec l'enseignant aussi dans l'accompagnement de nos étudiants, puis ils doivent être au fait justement de notre politique et de notre procédure. Il faudrait aussi penser peut-être, entre autres, dans le cas d'enseignants qui font de la supervision de stage, qui sont des collaborateurs en quelque sorte au niveau de l'évaluation, mais que ces personnes-là aussi soient informées, qu'on ait des discussions avec ces gens-là pour être sûr justement qu'on comprenne bien tous les enjeux, puis la façon de faire aussi. Donc, c'est des gens, des fois, qu'au niveau c'est l'enseignant qui est le leader par rapport à ça. Donc, c'est important d'informer. Donc, il y a des stratégies, des pistes d'intervention qui sont proposées par rapport à ça. Il y en a des pistes aussi au niveau du design de travaux, qui est la conception des tâches d'évaluation, au niveau de la stratégie d'évaluation. Puis, il y a une intervention, des types d'interventions qui ne sont pas, ultimement, on y arrive, c'est dans l'action. Donc, quand on parle d'action, c'est vraiment quand on dit de faire suivre les bottines par rapport, les bottines doivent suivre les babines, là.
Donc, faut faire en sorte, justement, quand on observe un constat d'infraction par rapport à du plagiat ou une fraude, bien, on a à faire de la détection puis à appliquer les sanctions parce que c'est quand même le fait d'agir quand on constate ce genre d'infraction-là, ça demeure un moyen important de prévention. Les étudiants nous le disent, quand ils perçoivent un faible niveau de risque par rapport à la détection du plagiat, ça peut être une perception qui est réelle ou qui est complètement un peu peut-être dans leur pensée, là, bien, moins ils perçoivent qu'il y a un risque, plus ils vont être tentés peut-être d'essayer des choses. Donc, si on parle, on est conséquent, on parle de notre politique, on valorise justement les valeurs qui sont à l'intérieur de cette politique-là, bien, les étudiants vont être à même justement de suivre le modèle qu'on essaie de leur donner. Donc, simplement, il reste 30 secondes. Je voulais tout simplement vous inviter à consulter ces deux outils-là. C'est des outils très terre à terre qui vont vous permettre justement de vous inspirer au niveau de pistes de discussion et d'intervention. Merci beaucoup. Donc, je passe la parole à Annie-Claude pour la période de questions. Oui, merci Anne-Marie. On a devant nous 7 minutes pour une première période d'échange. Alors, on vous invite à lever la main électronique, puis je vais distribuer les tours de parole. Ça peut porter sur les sections qu'on vient d'aborder ensemble. Et la suite, je vous rappelle que c'est sur la planification de l'évaluation de façon générale et aussi les outils et stratégies vraiment pour intervenir en fait plagiat. Julie Ross. Vous voulez ouvrir mon micro? Je vais fermer tout. Vous m'entendez, ça va? Donc, c'est ça, ma question, c'était par rapport à ce que quand Jérôme présentait l'escalade, dans le fond, la première infraction, deuxième infraction, troisième infraction, tout ça, je me demandais si c'est toujours à l'intérieur d'un même cours où les infractions s'additionnent, si c'est le cas, là, malheureusement, mais puis que quand on parle d'exclusion puis de rencontre avec la direction, c'est quand l'API est au fait que ça s'est reproduit dans plusieurs cours et que ça se... C'est ça. Je voulais savoir si ça se réservait juste à un cours dans une session ou si c'était plus large que ça. Ça s'additionne, effectivement. Donc, c'est là où l'API est en support. Parce que à l'intérieur du cours, l'enseignant pourrait garder la note, mais comme ça s'additionne, on a besoin de le signaler au dossier, mais c'est du côté de l'API qu'on garde l'information. C'est qui est comme généralement admis qu'après avoir une sanction, être passé par la sanction, le zéro à l'évaluation, la formation obligatoire, on ne s'attend pas vraiment à avoir de récidive. Si ça se produit avec un contrat d'engagement, un autre zéro à l'évaluation, toutes les conséquences qui viennent avec, ben, quelqu'un qui irait au troisième niveau, c'est parce qu'il s'entête à vouloir déjouer les règles. Là, puis là, on a l'impression que ça mérite un niveau de sanction plus importante. Là. Mais oui, ça s'additionne. Ça reste au dossier. Merci. Sarah Doiron. Je fais un petit pouce sur ça par rapport à ta question, Julie, pour avoir eu un cas à gérer. On le déclare, mais on ne peut pas savoir, nous, qu'est-ce qu'il y a dans le dossier de l'étudiant. Fait que j'ai eu à déclarer un cas, mais je ne pouvais pas savoir si c'était une première, une deuxième, une troisième récidive. Fait qu'on ne peut pas le savoir, puis j'ai discuté avec l'API, puis je ne pouvais pas savoir. Mais l'API, lui, va s'occuper de ça. Fait que des fois, on est curieux parce que ça peut influencer notre prise de décision. En tout cas, moi, ça m'a affecté dans ce sens-là, dans ma réflexion. Disant, ben, c'est-tu son première fois? Je donne-tu une chance? Est-ce que la discussion qu'on a eue, j'ai rencontré les personnes, tu sais, c'était pas facile, mais en même temps, je me dis, ben, je pense que c'est un message important à donner, qu'on sache que c'est une première, une deuxième ou une troisième infraction. Nous, si on le déclare pas, ça ne pourra pas s'additionner si on le fait pas nous-mêmes. Tu sais, fait que, mais on peut pas le savoir à ce moment-là. Voilà. Merci Sarah pour ton témoignage. Alors, effectivement, on nous ouvre la porte ici à partager des expériences vécues à l'automne. Si jamais vous avez été face à des dilemmes éthiques et que vous souhaitez avoir l'avis des autres personnes présentes, ça peut être une occasion. Je lève ma main. Quand on est co-hôte, on n'a pas le bouton pour lever la main. Mais j'aimerais juste poursuivre là-dessus, Sarah, pour dire que c'est important de le déclarer.
Des fois, on se dit, on va peut-être donner une chance, quelque chose, mais qu'a vécu il y a 2 ans au département d'informatique. On a un cas, j'ai un cas, là, il a triché, là, il me demande une chance, je me demande si je vais accepter ou non. Finalement, je décide d'en discuter au département, puis on réalise qu'il avait triché dans tous ses cours et qu'il avait demandé à chaque prof d'avoir une chance et que finalement, on avait tout laissé passer une fois une chance. Donc, c'était vraiment un récidiviste, une personne qui qui trichait de façon volontaire et continue. Puis parce qu'on n'en avait pas discuté, parce qu'on ne l'avait pas déclaré, personne n'avait conscience de ça. On pensait tous que c'était une exception. Donc, c'est vraiment important de le déclarer pour que ce type de situation-là, finalement, soit géré. Là. La personne, c'est important qu'on l'accompagne, qu'on l'aide à arrêter de tricher. Finalement, c'était un cas chronique de triche. Mais parce qu'on n'en parlait pas, tout le monde pensait que c'était une exception. Donc, c'est vraiment important d'en discuter dans ces moments-là. Marcel, si tu me permets, et tout de suite après, je vais passer la parole à Mélanie Lavoie qui a levé la main. Si on hésite encore parce qu'on voit les conséquences pour l'étudiant, par exemple, si le cours est préalable à un autre, des impacts majeurs sur son cheminement, puis on fait peser tout ça dans la balance, une option intermédiaire, est-ce que ça pourrait être au moins de faire comme tu as fait, d'en parler avec les collègues de l'équipe pour voir si ça s'est produit dans d'autres cours? Et à ce moment-là, peut-être de ne pas le déclarer à l'API, mais de faire cette étape intermédiaire-là, au moins pour vérifier si la situation a été vécue par d'autres. C'est une question, Marcel, pour savoir ce que tu en penses. Ben, de mon point de vue à moi, c'est important d'en parler, mais c'est peut-être plus programme que département, parce que je prends un exemple, dans un département de français, l'élève n'est pas en contact avec tous les enseignants en même temps. Absolument. Donc, c'est plus une question de programme. Mais oui, c'est important d'en avoir conscience, d'en discuter un peu entre nous, jusqu'à quel point c'est quelque chose de confidentiel qu'on ne devrait pas partager. Je n'ai pas l'information. Mais chose certaine, il faut minimalement, même si on ne le déclare pas, il faut aviser minimalement l'API pour qu'il puisse avoir une petite case ou une petite étoile à côté du nom, même si ça n'a pas été fait de façon officielle, là, minimalement. Merci. Mélanie Lavoie. Oui, bien en fait, ce que Marcel vient de dire, c'est exactement ce que je voulais ajouter parce que par le passé, ça m'est arrivé aussi une situation où j'ai pris un étudiant sur le fait à sortir un papier, là on était vraiment en classe, là, sortir un papier de son étui à crayon, puis j'ai confisqué le papier, ce qui fait que je sais qu'il n'y a pas eu l'occasion de tricher parce que j'ai tout de suite pris le papier, fait que j'ai eu une jase avec, on a arrêté l'examen, blablabla, mais j'en ai parlé à l'API. Puis, c'est pas parce qu'on en parle que nécessairement c'est noté au dossier puis qu'on embarque dans la procédure, mais c'est juste que l'API, en sachant que ça s'est produit, en sachant ce que moi j'ai fait, en sachant comment l'étudiant s'est justifié, mais elle peut garder une note en tête. Puis si ça ne se reproduit pas, ben, tant mieux, ça sera une erreur de parcours, mais si ça se reproduit, au moins l'API est en mesure de dire « Oh, attends un petit peu là. Là, on est face à une situation où il pourrait y avoir des récidives, où là, on va devoir être plus vigilant puis appliquer vraiment la procédure. » Fait que c'est pas parce qu'on appelle pour en jaser, pour avoir des conseils que nécessairement ça mène à une déclaration officielle. Merci pour la précision, Mélanie, super pertinent. Je vais prendre une dernière intervention pour cette période de questions. Il y en aura une autre bientôt. Philippe Lapointe. Oui, bonjour. Je suis en chimie. Chez nous, l'idée générale est habituellement, lorsqu'on attrape quelqu'un à tricher, ben, on s'en parle tout le département ensemble. Question de voir justement au minimum si ça ne se produit pas ailleurs ou si c'est déjà arrivé, parce que des fois, ça arrive dans un cours, ça se répète dans un cours subséquent, ça peut arriver. Donc, comme ça, on évite jusqu'à un certain point de l'en laisser trop passer, mais ça n'empêche pas que de base, on essaie quand même de les déclarer. Puis, la problématique qu'on rencontre souvent, c'est le fardeau de la preuve. On suspecte un trichage, mais entre suspecter et le prouver, c'est souvent là que ça se joue, là, à savoir si on peut aller plus loin ou pas. Là. Fait que la problématique est beaucoup là, je trouve. Merci, Philippe. On va maintenant passer à l'étape suivante. Je vais passer la parole à moi-même, en fait. Excusez-moi. Donc, deuxième objectif de l'atelier d'aujourd'hui, c'est de réfléchir à la planification des évaluations, des outils d'évaluation pour qu'ils soient adaptés à la formation à distance.
On ne souhaite pas aujourd'hui répéter le contenu d'une formation qui a été donnée au cours de l'année. On avait offert une formation à l'automne dont l'enregistrement est disponible en ligne et dont on va aussi vous partager le lien à nouveau. Je vais tout simplement vous rappeler un outil hyper aidant qui est à garder en tête là, quand on planifie nos évaluations et qu'on veut s'assurer que la forme de l'évaluation soit adaptée aux compétences qu'on veut évaluer dans nos cours. Alors, c'est l'évaluation des apprentissages en 20 questions. Le document est joint à l'agenda Google au rendez-vous d'aujourd'hui, l'évaluation en 20 questions. Vraiment, là, je vous le conseille si vous ne l'avez pas imprimé ou ajouté là, à vos favoris là, sur votre bureau d'ordinateur. C'est vraiment un super outil, une super synthèse. J'attire votre attention en particulier sur les questions clés. Les 3 questions clés, ça correspond au numéro 1, 2, 3, donc tout de suite en dessous des bulles que vous voyez à l'écran à gauche. La première question, c'est quelle activité d'évaluation doivent réaliser mes étudiants? Donc, quelle activité je veux leur faire faire? Globalement, c'est quoi la tâche? Est-ce que cette tâche-là, elle est claire dans mon esprit et est-ce qu'elle correspond à ce que je veux réellement évaluer? Donc, deuxièmement, l'alignement pédagogique. Est-ce que je suis alignée sur les cibles d'apprentissage dans mon cours, sur les compétences visées? Donc, s'assurer qu'il y a une cohérence entre la cible ultime qui va être évaluée dans l'épreuve terminale de cours et les évaluations qui précèdent. Ça se peut que l'évaluation qu'on fait faire aux étudiants en cours de trimestre, là, pour ce qui est de la tâche la plus intégrante qu'on a dans notre cours, ça se peut qu'on ait la même depuis plusieurs années et qu'on n'ait pas eu l'occasion de la remettre en question. Ça peut être l'occasion qu'on est en formation à distance, de vérifier si la forme qu'on donne à notre évaluation est vraiment la plus efficace, que ce soit un examen sur table, un examen traditionnel, une entrevue orale ou bien un projet que les étudiants font avec toutes les ressources dont ils peuvent disposer. Ça peut être l'occasion de remettre en question cette forme-là pour l'aligner vraiment sur les compétences du cours et la situation à distance. Progression, 3e question clé, est-ce que l'activité d'évaluation qu'on prépare, est-ce qu'elle s'arrime bien avec ce qui précède? Donc, vous l'avez vécu, plusieurs nous l'ont dit, certains étudiants vivaient un certain stress s'ils n'avaient pas utilisé les outils technologiques qu'on utilisait pour une évaluation. Ils voulaient les tester à l'avance ou avoir un aperçu de la forme d'examen à l'avance. Donc, c'est toujours les mêmes principes. Prévoir notre cours en planifiant d'abord l'évaluation terminale, puis aller à reculons. C'est toujours un peu paradoxal hein, de prévoir notre cours à rebours, à l'envers, en s'alignant toujours sur la cible. En fait, c'est un peu comme monter l'Everest, savoir vraiment notre objectif avant de prévoir les étapes intermédiaires. Donc, évidemment, on ne répétera pas tous ces principes que plusieurs d'entre vous connaissez et appliquez, mais on voulait vous les rappeler, étant donné qu'on ne peut pas faire l'économie de ces étapes de réflexion. Donc, je vais passer maintenant la parole à ma foi, c'est à moi. Marcel. Marcel, la parole est à toi. Outils numériques égale de mon côté. Encore une fois, l'objectif ici, ce n'est pas de vous faire des démonstrations des outils. On les a déjà fait à nombreuses reprises dans d'autres formations. C'est plutôt de vous rappeler qu'on a les outils pour faire plusieurs types d'évaluation. Et ce qui est important ici, ce n'est pas de se choisir un outil et d'essayer de coller notre évaluation dessus, mais bien de réfléchir à la stratégie pédagogique de notre compétence, comment on peut bien rendre et bien évaluer notre compétence à distance et ensuite utiliser l'outil qui est le mieux adapté pour ce type-là d'évaluation. Donc, je vais vous montrer les schémas qui ont déjà été présentés en août dernier, schémas qui résument un peu quel outil on peut prendre pour quel type d'évaluation. La différence par rapport à ce que je vous montrais, ce que j'ai proposé l'automne dernier, c'est que j'ai retiré Google Forms pour les examens synchrones à temps limité. Je reviens là-dessus dans quelques instants, mais pour résumer ce graphique-là, ce schéma-là, si vous utilisez Léa comme plateforme principale pour votre cours, pour déposer vos documents, pour déposer vos travaux, bien, vous allez utiliser Omnivox, les travaux pour la réalisation des travaux longs, pour les laboratoires, les travaux individuels, des fiches de lecture, de synthèse, même pour certains types d'évaluation synchrone.
Si vous avez rédigé des documents avec, ou des textes avec un livre ouvert, avec une durée limitée, on peut très bien déposer les devis sur la section travaux de l'EA et ensuite récupérer les documents au même endroit. Si on veut faire une présentation orale, ben, on utilise Zoom à temps plein. Donc, pourquoi utiliser autre chose? C'est l'outil de prédilection pour ça et aussi pour faire de l'enregistrement. Si vous voulez que les élèves enregistrent des capsules pour vous transférer une présentation orale, par exemple, préenregistrée, Zoom le fait très bien. On se part une rencontre seule, on s'enregistre et quand c'est terminé, ben, on a notre présentation avec notre face dans le coin. Donc, ça fonctionne très bien. On n'a pas vraiment de manipulation technique à faire. Maintenant, si on a des questionnaires, des sondages à faire qui ont peu de valeur ou que le plagiat a peut-être moins d'impact, on peut y aller avec un Google Form pour faire des questions à choix de réponse. Là où Google Form, je ne le conseille pas, je ne le recommande pas, c'est pour des examens, on va dire, à valeur importante et en synchrone et avec une durée quand même longue. Donc, un examen final de 2 heures avec des questions, ne prenez pas Google Form. Oui, on peut mettre des questionnaires à Google Form, ça se passe bien, mais le gros problème avec Google Form, c'est qu'il n'y a pas d'enregistrement des réponses de l'élève tant qu'il n'a pas cliqué sur le bouton Soumettre à la fin. Donc, si vous avez des questions pendant 2 heures sur plusieurs pages que l'élève remplit, il suffit d'une erreur informatique, d'une panne d'électricité, il peut arriver toutes sortes de petits pépins. Si l'élève n'a pas soumis son travail, il a perdu la totalité de ce qu'il a écrit pendant son examen. C'est arrivé à quelques reprises. J'ai 4 cas précis cet automne qui m'ont été ramenés. Des élèves qui avaient 2 heures sur 3 de fait dans un examen et qui, bang, pour une erreur quelconque, perdent la totalité de l'examen. Si vous voulez vraiment avoir des cas de panique à gérer, c'est une très bonne stratégie. Ça gère du stress et pour l'enseignant et pour l'élève, donc c'est à éviter. La bonne nouvelle, c'est que si c'est votre type d'examen, question, choix-réponse, choix multiple, exam.net a maintenant l'option de créer ce type d'examen à l'interne depuis septembre que ça a été ajouté. Donc, examen synchrone à temps limité. Si vous avez un examen à réaliser, que vous voulez avoir une certaine surveillance, exam.net, c'est vraiment l'outil recommandé. J'ai déjà quelques capsules et on en a parlé dans d'autres rencontres cet automne. Et aussi, la semaine dernière, j'ai présenté au CEMEC une formation sur l'évaluation à distance où il y a un bon 40 minutes de démonstration sur exam.net. Et la formation est enregistrée, elle va être disponible, je l'espère aujourd'hui, mais sinon, dans le pire des cas, lundi, l'examen va être disponible pour tout le monde. Donc, vous pourrez aller la valider. Maintenant, la diapo suivante, je vous amène le même schéma, mais en supposant que votre cours, vous avez décidé de le monter sur Google Classroom. Donc, si vous choisissez Google Classroom comme plateforme principale pour mettre votre contenu de cours, bien, remplacez tous les travaux de Léa par les devoirs Classroom. C'est le changement qui se produit à ce moment-là. Pour le reste, on conserve exam.net si on a un examen à risque de plagiat synchrone. On conserve Zoom pour les présentations orales et on peut conserver Google Form pour les questionnaires et sondages où il y a peut-être moins d'impact ou de risque pour soit le plagiat ou les pertes de données. Donc, un petit questionnaire choix de réponse ou un examen où on a un temps limité, peut-être de 15 minutes pour répondre à plusieurs questions à choix de réponse. Là, Google Form fonctionne bien. Ce qui est important, par exemple, si on utilise Google Classroom ou la diapo suivante, ça va être la même chose pour Moodle. Ce qui est important, c'est que si vous décidez d'utiliser cette plateforme-là, que ce soit Moodle ou Classroom, pour mettre vos contenus de cours, votre documentation, vos travaux, vos devoirs, je vous conseille vraiment fortement de quand même aller dans Léa, indiquer que vous avez un travail de rentrée, indiquer que vous avez un document à lire. Vous pouvez toujours dans Léa mettre nouveau document disponible, mettre un lien web. Donc, vous pouvez ajouter un lien web au lieu d'un document physique. Donc, vous faites juste de mettre un lien avec une redirection vers votre Moodle, vers votre Classroom. Donc, dans Léa, vous dites, il y a un document disponible, date de lecture recommandée mardi prochain, mais c'est un lien vers Moodle, vers Classroom. Si vous faites un travail, vous avez un devoir disponible sur Moodle, vous allez créer un devoir dans Léa, vous faites
un devoir qui est un lien web vers votre Moodle, vous indiquez date de remise maximale la semaine prochaine. Ça peut sembler un peu comme du duplicat pour le prof, mais il faut vraiment prendre conscience d'une chose. Nos élèves, ils ont 4-5 cours en même temps. Si un prof est sur Moodle, l'autre sur Classroom, l'autre sur Léa, pour savoir qu'est-ce qu'il y a à faire dans une semaine, ils doivent aller sur chaque site séparément pour aller prendre l'info, noter ce qu'il y a à faire. Mais si tous les profs vont dans Léa systématiquement mettre l'info, dès que l'élève se connecte, ça lui indique dans le calendrier les documents à lire, les travaux à remettre, tout est inscrit à un seul endroit. Donc, l'élève va avoir une vision globale de sa session, de ses cours, et c'est beaucoup plus facile de s'organiser pour les élèves dans ce temps-là. Donc, que vous preniez Moodle, que vous preniez Classroom, que vous travaillez en présence, que vous soyez sur Léa, essayez d'avoir ce réflexe-là pour l'élève, d'aller déposer l'information sur Léa. Toujours des redirections si vous le mettez ailleurs, comme ça, vous ne dupliquez pas le document. Vous faites juste de l'informer à 2 endroits, mais l'élève va avoir sa fameuse place pour visualiser la totalité de sa session en même temps. Marcel, il te Oui. reste 30 secondes. Ben, moi, je suis correct. J'ai un message privé qui demande où est-ce qu'on peut consulter les capsules pour exam.net. On a un site, la zone collège, qui est en développement, qui va vous être publicisé lundi, si je me souviens bien. Et sur ce site-là, vous allez avoir l'information. Si vous le voulez, entre-temps, faites juste de m'envoyer un petit message privé, je vous envoie le lien, puis vous allez avoir l'info qui va suivre. Mais c'est vraiment le site, c'est là que vous allez trouver les formations enregistrées, les bases de connaissances, autant sur la pédagogie que sur la technologie. Donc, c'est une belle plateforme là, pour regrouper l'information qui va être accessible très, très bientôt. En fait, c'est déjà accessible, mais ça va l'être officiel à partir de lundi. Merci, Marcel. Si vous le voulez bien, je vais mentir à ce qu'on vous a proposé de garder les prochaines questions pour la période de questions qui s'en vient dans quelques minutes. Je vais passer la parole à Jérôme, en te précisant, Jérôme, qu'on a un petit peu plus de 5 minutes de retard pour ton information. D'accord, donc je vais essayer d'accélérer. En fait, très rapidement, on voulait quand même amener un peu l'attention sur un outil d'évaluation, un type d'évaluation, l'examen oral vers lequel on ne se tourne pas nécessairement fréquemment ou d'instinct. Mais depuis le printemps, on a tous recueilli des témoignages de très beaux succès d'enseignants qui ont déployé ce type d'évaluation-là, puis parfois dans des contextes où on n'y penserait pas là, spontanément. Mais c'est très honnêtement une recommandation, considérez-le. Ça, pour plusieurs raisons que j'ai envie de vous évoquer. Mais d'abord, au niveau pratico-pratique, là, pour évaluer quoi? L'évaluation orale, l'entrevue individuelle ou en petit groupe sur Zoom permet d'évaluer à peu près n'importe quoi. C'est parfait pour des connaissances théoriques, déclaratives, du type question-réponse, comme pour un examen traditionnel. C'est aussi très efficace si on veut aller dans des habiletés un peu plus de haut niveau de synthèse, d'évaluation, d'analyse, face à une mise en situation, face à une situation problème, de voir comment la personne décide spontanément de réagir, de formuler sa réponse, son argumentaire, son explication. Aussi, si on a besoin d'aller sur un autre niveau qui est plus des habiletés relationnelles ou d'expression, ben, comme pour une présentation orale, c'est tout aussi efficace. Donc, vraiment, c'est à considérer. Ça s'applique dans plusieurs contextes, même plusieurs qu'on ne pense pas spontanément, comme je vous le disais. Les avantages, ben, d'abord, par rapport à la rigueur, l'honnêteté intellectuelle, c'est parfait pour tout ce qu'on a des doutes d'usurpation d'identité ou ce qu'on craint des collaborations alors qu'on ne les souhaite pas. L'authenticité, est-ce que c'est bien la personne qui me répond? En face à face, on est sûr. Donc, on évite ces soucis-là. On est capable d'aller évaluer du déclaratif à distance sans s'inquiéter que la personne mobilise trop d'autres sources parce qu'elle est devant nous en direct. Donc, il y a à peu près peu de chances qu'elle ait fouillé sur d'autres choses ou demandé le support de quelqu'un avec son téléphone, en allant texter ou échanger ou même en dissimulant quelqu'un derrière l'écran. C'est à peu près pas possible. Donc, si on veut, on s'assure de ce côté-là d'éviter les soucis de plagiat, de tricherie. Et il y a une certaine rapidité du processus. Étonnamment, souvent, on craint l'inverse. Ça nécessite des efforts de planification, mais un gros avantage, c'est que c'est une
correction qui est spontanée, qui est presque instantanée. Et ceux qui l'ont essayé à l'automne me disaient ben, c'est génial, je n'avais pas à corriger après Noël. J'ai fait en décembre toutes mes entrevues, puis mon examen avait cette forme-là. Ben, j'avais ma grille à échelle descriptive, je cochais. Une fois que c'est un gros blitz, c'est beaucoup d'organisation, de planif puis de gestion. C'est plusieurs séances, des journées qui vont être intenses, là, parce que ça demande beaucoup d'attention de la part de l'enseignant, qui est une espèce d'animateur d'entrevue. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. Donc, ça aussi, c'est un énorme avantage, surtout à distance. Donc, je vous invite très fortement à le considérer. Au niveau pratique, là, comment le réaliser? Bien, il va falloir penser à planifier un calendrier de rencontres, surtout si on a des grands groupes, un grand volume d'élèves. Bon, faut y penser. Par exemple, en éducation physique, en philosophie, là où on a des enseignants qui vont avoir à enseigner à des dizaines et des dizaines, tout près de la centaine d'élèves, on a réussi souvent en décidant d'adopter un peu d'asynchrone, de modifier notre calendrier pour avoir fini les enseignements théoriques un peu plus tôt, pour se réserver du temps en décembre où des séances d'enseignement devenaient des séances d'évaluation pour enchaîner le calendrier des rencontres Zoom. Donc, on planifie un petit calendrier de rencontres sur Zoom. On a peut-être à plus ou moins modifier notre calendrier de trimestre. Et ensuite, bien, qu'est-ce qu'on a à faire? On a à préparer l'animation, la situation d'évaluation. Donc, quelle forme ça peut prendre? Comme je le disais, un question-réponse, c'est peut-être le classique, auquel cas on va prévoir plusieurs questions. Peut-être que les élèves vont être mis au fait des questions, mais ils vont savoir qu'il y a un ordre aléatoire lorsqu'ils se présentent devant nous, parce que pour essayer de prévenir si jamais on a toujours les mêmes questions, le risque, c'est qu'il puisse se passer l'info. Une fois que quelqu'un va être passé devant nous, bien, il est capable de faire devant de la mèche. Donc, on prend soin de ça. On pourrait créer des situations, des problèmes, des mises en situation où on veut qu'il y ait plutôt vers des questions à long développement, par exemple. On a à décider aussi dans notre animation jusqu'où on va intervenir. Donc, le défi, c'est un peu le poker face. Là. Face à un élève qui est en train de se planter royalement, comment on réagit? Face à quelqu'un qui est en train de se péter un score, comment on réagit? On a à réfléchir à ça, à penser à standardiser un peu notre animation. Tout ça commence par un message de bienvenue d'introduction où on va rassurer, parce qu'il peut y avoir une forme peut-être de stress, mais ce n'est pas un stress qui a à être nécessairement plus important que devant un examen traditionnel en papier. Mais on va quand même prendre le temps de rassurer, de rappeler les consignes, puis de déployer notre animation. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut recadrer dans un examen oral. Donc, si jamais on voit quelqu'un qui est en train de se mettre peut-être carrément en dissonance, là, qui part dans le champ gauche, bien, on peut tendre une petite perche. Rappelle-moi la thèse que tu défends, par exemple. Et là, on peut voir la capacité de la personne à la saisir. Soit elle continue à se planter, ça confirme notre jugement d'évaluateur, soit elle la saisit, puis elle reprend le droit chemin. Je vois Annie-Claude me fait un petit signe. Dernière recommandation, il faut prévoir une grille d'évaluation à échelle descriptive. C'est elle, le nerf de la guerre, qui nous permet justement de corriger instantanément. Donc voilà, je vous invite à considérer ce type d'évaluation. Ça marche pour plusieurs d'entre nous, puis ça va très bien. Rapidement, un petit rappel, tout ce qui est le fardeau de la preuve, là, tout le défi de la gestion du plagiat à distance, ça commence quand on réfléchit à nos évaluations, puis ça commence quand on rédige nos consignes. Des consignes claires, on a beaucoup de cas à l'automne qui étaient flous, justement parce que des élèves, volontairement ou non, s'était mis dans une situation où il exploitait, il éprouvait la clarté des consignes, la tâche à réaliser, le contexte de réalisation, seul ou en équipe. Ouais, mais vous n'aviez pas dit, c'était pas écrit qu'on devait le faire seul. Quelles ressources il y avait le droit d'utiliser. Donc, prenez un soin particulier, d'autant plus à distance, de communiquer et d'écrire ces consignes-là de manière la plus claire possible, peut-être autant à l'oral qu'à l'écrit. Ne pas vous fier, je l'ai dit dans la séance. On garde des traces. C'est des choses qu'on peut mobiliser par la suite. D'ailleurs, je reviens sur... on avait oublié un petit concept tout à l'heure, puis je reviens dans l'idée d'une évaluation à distance en examen oral. Pour ajouter un peu plus d'authenticité, n'hésitez pas à utiliser les 3P. On l'a évoqué à plusieurs occasions. On évalue souvent le produit, mais ajouter des questions sur le processus, sur la méthode qui a été utilisée pour en arriver là, mais sur le propos aussi. Ça peut être une auto-évaluation critique de la qualité du travail réalisé ou de la réponse. On arrive à aller chercher un autre niveau d'habileté, mais on arrive aussi à recerner sur l'authenticité. C'est bien la personne devant moi qui génère la réponse. Je pense que je vais devoir m'arrêter ici parce qu'on va manquer de temps. Merci beaucoup, Jérôme. On est rendu à une période des questions. On veut s'assurer de vous laisser le temps de poser vos questions. D'abord, Sarah Doiron, ensuite Nathalie Drapeau. Oui, bonjour.
Ma première question, c'est pour Marcel. Tout à l'heure, tu disais, sur Léa, de placer, mettons, des liens et de rediriger avec des liens vers d'autres plateformes. Mais sur Moodle, par exemple, ça demande une connexion pour avoir accès aux cours. Comment c'est bypassé ce lien-là ou la conception de ce lien-là pour le mettre dans Léa? En fait, moi, la façon que je le fais pour ce type-là de connexion, je mets le lien vers Moodle du cours. Je m'arrête au cours, puis après ça, eux, ils vont aller naviguer dans le menu. Mais à la limite, le lien vers Moodle est presque bidon. L'important, c'est qu'il y ait l'information. Tu as un document à lire, tu as une date de lecture ou tu as un travail à faire. Donc, ça m'est même arrivé avant, parce que ça fait plusieurs années que je fais ça, moi, de déposer sur d'autres plateformes, par exemple, mes travaux. Je déposais un fichier texte vide parce qu'on n'avait pas l'option de mettre un lien web avant dans Léa. Moi, je déposais un document vide ou un document qui, à l'intérieur, contenait juste l'URL du lien. Donc, je disais aux élèves, je vous dépose des documents vides. L'important, c'est juste que vous voyez l'information. Donc, mon objectif, c'était vraiment d'ajouter dans leur calendrier, dans leur liste de documents, dans leur liste de travaux, quelque chose pour leur indiquer pour allumer une lumière, finalement, que tu as un travail à faire cette semaine. C'est un lien web qui amène à la connexion sur Moodle, tout simplement, juste pour dire, va-t'en sur Moodle pour faire ça. OK. C'est ça. Tu sais que tu es en train de regarder de quoi qui a rapport à mon cours. Je te dis que tu as un travail à lire. Tu sais c'est où sur Moodle, donc va là puis va le chercher. Oui, quand on peut avoir un lien permanent, un lien direct vers l'objet ou le travail, c'est bien. Mais si ce n'est pas possible dans quelques cas, comme dans Moodle, on y envoie vraiment le lien de connexion de Moodle, puis l'élève va aller atteindre l'objectif. OK. Puis j'ai un petit commentaire. Je peux-tu ou si je peux plus tard? Oui? OK. Merci. Concernant les examens oraux, j'ai assisté dernièrement. C'est le fun que vous parliez de ça. Je trouve que ça tombe à point dans le contexte. J'ai assisté la semaine passée à une présentation sur justement le re-questionnement de l'évaluation, comment concevoir, travailler, mettons, à rebours, partir sur qu'est-ce qu'on veut dans notre examen final, puis à rebours, préparer le cours pour se rendre là. Et c'est exactement le même cheminement. C'est Chenelière qui faisait ça. Ils se sont fait, à part ils se sont fait une espèce de petit système d'aide à l'enseignement à distance là, à côté de leur fonction d'éditeur. Puis, j'ai fait la connaissance dans le partage de pratiques. C'était juste pour des profs de bio, mais j'imagine qu'ils vont faire ça peut-être pour d'autres disciplines. Puis, dans le partage de pratiques pour les évaluations, les difficultés, tout ça, il y a une enseignante qui a partagé son expérience d'un examen oral à l'hiver passé pour terminer la session. Puis, c'était en bio dans le programme de soins. Ça fait que moi, je me suis sentie comme super connectée à ça parce que j'y pensais déjà et ça a confirmé. Et j'ai vraiment envie de le faire, cette session-ci. Puis, je pense que, puis peut-être à cause que j'ai vécu un cas de plagiat, j'ai l'impression que ça a peut-être influencé aussi le fait que j'ai envie d'évaluer les compétences de mes étudiants qui vont avoir éventuellement à discuter ou à expliquer des choses de toute façon, même si ce n'est pas une compétence directe à bio. Il va falloir qu'ils le fassent dans le cadre de leur programme. Fait que j'ai envie d'essayer ça cet hiver. Puis, mon commentaire mène à vous présenter beaucoup pour que, mettons, dans le cas où on ferait des rencontres sur Zoom. Mais moi, je pense que je préférerais peut-être m'essayer avec des rencontres en présence, dans mon bureau ou dans une classe ou à quelque part, pour pouvoir avoir des documents où l'élève peut me montrer des choses. Puis là, je fais juste partager un peu une façon, peut-être que je pense à ça, mais il y en a plein, là. C'est d'aider l'élève à se bâtir des documents de référence, comme dans un portfolio, des schémas de concept, des tableaux synthèse et tout ça, qui pourrait utiliser pour faire cet examen oral-là, parce que des fois, c'est des gros examens. Moi, je pense ici à un examen synthèse, un examen d'épreuve terminale de cours, qui est plus fastidieux. Je vais te demander de conclure en quelques secondes. Merci. Bien, je partageais juste ça, que ça pourrait être, mais la présence, j'imagine, on peut faire ça, des examens en présence comme ça, individuels. Je veux dire, si on a les équipements de protection individuelle pour les mesures sanitaires, j'imagine que c'est correct. Parce que sur Zoom, moi, ça ne me tente pas d'évaluer oralement, vraiment pas.
Oui, c'est super intéressant, effectivement, là, la réflexion que tu fais, puis le parallèle avec l'autre formation que tu as suivie. Je pense que ce serait de demander à ton supérieur immédiat là, d'expliquer la situation pour valider ce qui est possible là, en termes d'aménagement. Mais effectivement, ça semble réalisable. Ben, c'est pas pire que de rencontrer un élève à son bureau, là. Oui, c'est ça. Je veux dire, c'est la même affaire, c'est juste que la rencontre, c'est un examen, tu sais. Ben, tiens-nous au courant, en tout cas, c'est super intéressant ton projet. Merci beaucoup pour le partage. Je vais passer la parole à Nathalie Drapeau, puis ensuite Kathleen Pelletier. Marianne Descarufel, tu as baissé la main, tu la relèves si jamais ta question est toujours là. On va garder peut-être 2 minutes encore pour les questions, on va passer à la dernière ensuite. Oui, bonjour tout le monde. Moi, ma question, c'est au niveau de l'évaluation. Si on le fait oralement sur Zoom, est-ce qu'il faut faire signer, mettons, un consentement, puis est-ce qu'il faut enregistrer pour qu'il nous reste quelque chose quand même pour justifier notre évaluation, finalement, dans le sens que même si on a une grille descriptive, on a coché tout ça, on a pris quelques notes, est-ce qu'on peut vraiment juste faire ça comme ça ou est-ce qu'il faut enregistrer pour qu'il y ait des traces de comment ça s'est passé réellement? Très bonne question, Nathalie. On va aborder la question de l'enregistrement dans quelques minutes. Je pense que c'est quelque chose qu'on recommanderait. En tout cas, pour ma part, c'est ce que je te recommande, de garder trace de ça. Ce n'est que pour t'aider dans ton évaluation si tu as besoin de vérifier la réponse à une question. Mais il y a des petits principes à respecter. On va vous parler très bientôt. OK, merci. C'est mon tour? Ça marche. J'ai 3 petites questions. La première pour Jérôme, tu as dit les 3 P. J'ai entendu produit, processus, puis j'ai manqué le 3e. Propos. Comme une appréciation qui pourrait être plus analytique ou critique, un peu détachée de son travail. Parfait, merci. Ensuite... Pardon, Kathleen, si tu veux te référer au tableau que j'ai présenté, les 20 questions, c'est dans la section 6. Parfait, merci. Marcel, tu as parlé qu'il y aurait une nouvelle plateforme ou une nouvelle place où les vidéos, les enregistrements seraient déposés. Pourquoi ça ne reste pas avec sur le coin CTN qui était développé? On a l'habitude déjà d'aller là. La raison, c'est très technique, mais avec le CTN, on est limité dans le format puis la façon de présenter le contenu. Donc, ça devient très compliqué d'avoir plusieurs articles, plusieurs questions avec la réponse attachée à ça. Puis, on a des limites aussi dans la façon qu'on peut lier les articles entre elles. Donc, l'idée derrière la nouvelle plateforme, c'est d'avoir un système qui nous permet vraiment de faire des liens entre les articles, mais aussi avec l'étiquette, les appels de service. Donc, éventuellement, cette année, en 2021, les appels de service aussi vont être transférés là. Tu vas pouvoir faire un suivi de tes appels de service. Tu vas pouvoir envoyer des captures d'écran quand tu as des problèmes ou des choses comme ça, même des vidéos. Il va y avoir beaucoup plus d'interaction, puis ton appel de service va pouvoir être lié à une solution qui est un article qui est disponible sur le site aussi. Donc, c'est une façon de regrouper tous les endroits où est-ce qu'on met des références, de l'information. Donc, regrouper notre base de connaissances à un seul endroit, mais aussi de nous permettre de lier l'information entre elles. Donc, de faire des liens entre les appels de service, les réponses, la base de connaissances qui a de l'information. Donc, c'est vraiment fait pour ça. Sur le moyen, long terme, ça va vraiment, vraiment nous aider à mettre tout au même endroit. Là, je vous ai déposé le lien dans le chat si vous voulez passer voir plus tard, mais on va vous donner l'information lundi prochain vraiment pour faire le suivi là-dessus. D'accord. Je m'adresse là à Ariane Lebel et Lucie Tardy qui ont levé la main. Est-ce que vos questions ou commentaires portent sur ce qui vient d'être discuté dans le bloc 2 ou est-ce qu'on risque de répondre à vos questions dans la dernière partie? Donc, je vous invite à me le dire pour que je prenne votre intervention maintenant ou à la toute fin. Dans mon cas, c'est le bloc 2, plus particulièrement l'examen oral avec les personnes qui sont au service adapté. Juste, Kathleen avait dit 3 questions, il y en a 2 de passées. Est-ce que c'est pas grave, je t'appellerai. Merci, Marcel. Donc, Lucie, oui, on va prendre l'intervention. Ariane, est-ce que c'est sur la partie 1 ou 2? Je voulais juste savoir, parce que comme j'ai effectué un retour cette session-ci, le tableau que tu n'arrêtes pas de montrer, qui a l'air vraiment intéressant, je veux juste savoir où je peux le trouver. C'est tout.
rendez-vous Google dans l'agenda Google. OK, parfait, merci. Merci. Alors, Lucie, ta question sur les services adaptés, peux-tu nous la préciser, s'il te plaît? Au niveau des examens, on est toujours dans l'examen oral en Zoom. Certains étudiants, dans les groupes, on a presque toujours au moins un étudiant qui est au service adapté. Je m'interrogeais sur l'examen oral. Est-ce que des gens en ont fait avec des personnes qui ont des problématiques particulières, anxiété? Il y en a qui ne peuvent pas qui ont de la difficulté à s'exprimer oralement. Est-ce qu'il y en a qui ont... je pense Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là pour l'examen oral? Oui, c'est une bonne préoccupation à avoir, effectivement. Je pense que, Lucie, je vais te référer au service adapté directement pour qu'on puisse terminer la présentation. Je pense qu'il y a cas par cas, il va falloir voir selon le type de handicap. Je sais que l'information est confidentielle, mais la personne au service adapté va pouvoir certainement réfléchir avec toi parce qu'effectivement, il faut regarder la compétence du cours, à quel point l'oral fait partie de la compétence. L'examen oral n'est pas à propos pour toutes les évaluations. Et si ça fait partie de la compétence, on ne le traite pas de la même manière au service adapté que si c'est une forme d'évaluation qui n'est pas rattachée à la compétence. Voilà. Donc, Mélanie a levé la main. J'imagine que c'est à ce sujet. Mélanie, est-ce qu'on peut se dire qu'on réfère les gens qui ont des questions au service adapté? Bien, en fait, je voulais juste ajouter aussi que quand on clique sur la photo de l'étudiant, on a accès à ces mesures. Donc, si c'est un étudiant pour lequel c'est déjà connu que les présentations orales sont difficiles, normalement, ça devrait être dans les mesures prévues. Merci, Mélanie. Super. Donc, on enchaîne. On va avoir une période de partage de pratique, je vous rappelle, à partir de 11h10. Donc, gardez vos questions. Elles sont importantes. On va terminer en abordant vraiment les interventions à faire en cours d'évaluation ou après, concernant le plagiat. Geneviève. Ben oui, j'avais tout fermé, ma connexion est instable, désolée. Donc voilà, si je ferme ma caméra, c'est que je vois que je lag. Je suis responsable de rattraper un peu de temps, donc des stratégies, quelques suggestions en vrac. On peut y aller vers une création authentique et personnelle, donc recherche sur un sujet unique, donner le choix à l'élève pour son sujet, prévoir différentes versions de l'évaluation si vous voulez vraiment avoir une preuve, ben, la différence, ça peut être subtile dans nos différentes versions. Donc, l'étudiant peut s'ils le font ensemble et qu'il y a une différence dans la question, ils ne l'ont pas vu parce que c'est trop subtil, ben là, vous les avez, votre preuve est faite. Donc, entrevue orale, on en a parlé. Vous pouvez surveiller par Zoom et c'est là que je vais aborder le sujet de l'enregistrement. Donc, si vous enregistrez les évaluations orales ou évaluations traditionnelles, là, papier-crayon avec Zoom, la chose importante, c'est qu'il faut le nommer aux étudiants. Donc, il faut toujours qu'ils le sachent s'ils sont enregistrés et à quoi ça va servir. Et j'apporte votre attention aussi au fait que si vous enregistrez vos évaluations, ce qu'on vous demande comme consigne, c'est d'effacer l'enregistrement, mais 3 semaines après la date de demande de révision de notes, la date limite de demande de révision de notes. Donc, une fois que la date est passée, 3 semaines, on n'a plus besoin de cet enregistrement, on ne le conserve pas, on le détruit, puis on le nomme aussi aux étudiants là, que ce sera détruit à la fin de la session. Et dernière chose que je veux porter votre attention aussi dans le tableau, quand on parle de circonscrire le temps alloué pour l'évaluation, on ne parle pas ici de bourrer l'examen puis que les étudiants n'aient pas beaucoup de temps pour le faire. Là. On veut vraiment réduire le temps pour éviter qu'ils puissent aller consulter leurs voisins, leurs amis, leurs parents. Mais on donne un temps réaliste quand même. Là. On ne donne pas une évaluation de 2 heures en 1h30 juste pour être sûr qu'ils ne vont pas voir, qu'ils ne vont pas consulter une tierce personne. Donc, pour le reste, là, on a des tableaux super intéressants dans les documents qui sont reliés au PowerPoint. Donc, je veux vraiment pas trop m'étirer là-dessus. Là, vous pouvez aller les lire, ils sont super bien faits. Puis aussi, questionnez-vous par rapport aux enjeux. Du plagiat selon votre évaluation. Donc, si l'enjeu est faible, moyen ou élevé, ça va déterminer les stratégies que vous allez mettre en place pour votre évaluation. Donc, je passe la parole au prochain intervenant. Par enjeu faible, moyen ou élevé, Geneviève, on entend le niveau de risque du plagiat dans les cours qui sont plus difficilement réussis par les élèves, par exemple. On peut penser que les risques seraient plus élevés. Donc, on se réfère à la formation sur l'évaluation qu'on a donnée au cours de l'automne. Marcel? Voilà.
Oui, tu peux afficher la totalité de la diapositive. Oups, reviens, voilà. Donc, outils de contrôle et validation. Encore une fois, on en a parlé dans plusieurs autres rencontres. L'objectif ici, c'est surtout de vous rappeler qu'on a ces outils-là pour un examen, lorsque vous voulez augmenter la surveillance ou la restriction d'action d'un élève sur son ordinateur. Exam.net est vraiment l'outil de prédilection. Et à l'automne, on en a peu parlé, étant donné la difficulté de s'ajuster à court terme dans nos choses. Mais sachez qu'Exam.net, le format, ou plutôt la méthode haute sécurité, est vraiment efficace si vous voulez empêcher l'élève d'avoir accès à son ordinateur pendant l'examen pour aller chercher sur des sites web, aller parler en groupe sur Facebook avec leurs collègues. Donc, dans Exam.net, le mode haute sécurité, on doit installer un outil sur l'ordinateur de l'élève. C'est quelque chose qui se fait simplement. Je reviens là-dessus dans quelques secondes, mais ce qui est important de comprendre, c'est que l'outil sur l'élève, l'outil ne brime pas la confidentialité ou les données de l'élève. L'outil ne récupère pas d'informations, ne le surveille pas. Tout ce que l'outil fait, c'est pendant son examen, l'outil bloque l'ordinateur. Donc, l'élève n'a accès qu'à son examen. Il ne peut pas sortir de l'examen pour aller sur Google. Il ne peut pas sortir pour aller sur Facebook. Il est vraiment bloqué dans l'interface d'exam.net. C'est la seule chose que l'outil fait. Donc, il n'y a pas de question de confidentialité, de respect de vie privée à voir avec ça. C'est vraiment un outil qui bloque l'ordi pendant l'examen et ensuite le débloque pour que l'élève ait accès à son contenu. Donc, un examen à livre fermé ou à restriction, pas de recherche, pas de ci, pas de ça, utilisez exam.net en mode haute sécurité. C'est vraiment ma recommandation hiver 2021. Maintenant, pour ce qui est de l'installation pour les élèves, ça peut être fait sur Windows, sur Chromebook, sur iPad, sur macOS, et ça se fait relativement facilement. En plus, pour vous éviter d'avoir on va dire, la responsabilité de gérer cette partie-là, vous le savez à l'avance que vous allez avoir des examens dans les prochaines semaines, vous pouvez commencer au cours 1 de la session, aviser vos élèves qu'ils auront à faire les examens en mode haute sécurité et de contacter les services, les STI, le support technique, pour faire l'installation. Le support technique, je les rencontre d'ici la semaine prochaine. Je vais m'assurer qu'ils aient en main vraiment la procédure complète pour l'installation pour les élèves et un examen de pratique pour qu'ils puissent vérifier avec l'élève si l'élève peut bien se connecter pour que ça fonctionne. Donc, si vous avez un examen dans 3 semaines, mais avisez vos élèves tout de suite, dites-leur qu'il va y avoir une pratique la semaine prochaine et qu'ils doivent installer le logiciel, qu'ils peuvent contacter l'équipe du support technique. Je vous rappelle qu'il y a un Zoom d'ouvert de 8h30 à midi du lundi au vendredi où les élèves peuvent aller pour faire installer le logiciel s'ils ne sont pas capables de tout ça. Donc, ce côté-là, très important. Mettez ça tout de suite dans votre agenda si vous voulez faire du haute sécurité. Vos élèves n'auront pas de raison valable de ne pas être prêts si vous les avisez à l'avance. Ensuite, après l'examen, je vous rappelle qu'on a Compilatio, qui est un système très utile pour valider le plagiat dans des textes. C'est un outil qui va vous permettre d'aller voir, en passant, Annie-Claude, tu peux avancer parce que je présentais exam.net sur la diapo suivante. J'ai déjà dit ce qui est écrit là. On peut passer à la suivante. Donc, Compilatio, on a une licence magistère pour l'établissement qui nous permet d'avoir un contrôle de plagiat, oui, par rapport aux textes publics sur Internet, mais aussi par rapport aux bases de données de référence des autres établissements. Quand on ajoute des textes à Compilatio, on peut indiquer qu'on accepte que ce soit des textes références, ce qui fait que ces textes-là vont être disponibles dans l'analyse pour les autres cégeps, les autres universités. Donc, on peut réussir à détecter du plagiat fait dans un autre collège au Québec à l'aide de magistère dans Compilatio. Et on peut aussi, entre nos groupes, si on rentre tous nos groupes, les copies, on peut faire une validation entre les groupes. Et si on a déjà entré les années précédentes, on peut aussi vérifier s'il y a eu du plagiat avec un travail de l'année dernière, de 2 ans, il y a 3 ans. Donc, plus on l'utilise, plus c'est efficace pour valider et contrer le plagiat. Si vous avez besoin d'aide, il y avait une vidéo YouTube dans le bas pour la diapo de magistère de Compilatio. Et pour le reste, on a des capsules disponibles et on est disponible, bien sûr, pour vous aider aussi si vous avez des questions techniques.
Merci beaucoup, Marcel. Alors, notre rencontre tire à sa fin. Je vous rappelle qu'à 11h10, c'est le partage de pratiques. Toute question pédagogique est bienvenue. Je vais prendre les interventions, quelques interventions avant la fin. Nathalie Drapeau, puis Benoît Fournier. Oui, j'ai une question concernant l'outil là, à installer au niveau des ordinateurs des étudiants. Comment on fait finalement comme prof pour savoir s'ils l'ont fait installer ou pas? Si ton examen demande le mode sécurisé et que l'étudiant se connecte, il l'a installé. Il ne peut pas faire l'examen s'il ne l'a pas installé. OK, il ne sera pas L'important, capable de c'est de rentrer. spécifier, parce que dans exam.net, il y a 3 modes. Le mode Oui, basse sécurité qui dit n'importe quel navigateur, le mode haute sécurité qui exige d'avoir à installer l'application, et le mode à ne pas prendre, à proscrire, c'est le mode hybride qui dit si tu l'as installé, tu peux faire l'examen en mode haute sécurité, mais sinon, tu peux le faire en mode basse sécurité. Mm. Pourquoi je vous dis le OK. mode hybride à proscrire? C'est parce que vous allez permettre à certains élèves d'avoir moins de surveillance que d'autres. Donc, je trouve que c'est un mode où on n'a pas une uniformité dans le groupe. Donc, mettez le OK. mode haute sécurité. Si l'élève se connecte, il a installé l'application pour faire son OK. examen. Puis j'aurais peut-être une autre question pour toi, Marcel. À l'automne, je l'ai utilisé, là, exam.net, puis c'est arrivé vraiment plusieurs fois. En fait, là, j'étais toujours là, puis il fallait constamment que je débloque des étudiants. J'ai accroché tab. Mon ordi, mon chat, pardon, a passé, puis a accroché mon clavier. Il y avait tout le temps 50 000 raisons, puis j'étais constamment en train de débloquer. Puis en même temps, je veux dire, je sais-tu là, moi, si c'est vrai ou si c'est pas vrai? Comment, en tout cas, je me demandais si finalement, si c'était safe ou pas, finalement. Ça se règle très simplement. C'est parce que Ah oui? l'élève pouvait quitter parce que tu étais en mode basse sécurité. Si l'élève est en mode haute sécurité, il ne peut pas quitter. Donc, ça s'arrête. Génial. Parfait. Et OK, puis, merci. j'ai quand même une bonne connaissance en informatique et j'aime beaucoup trouver des failles à des systèmes comme ça. Je peux vous dire que j'ai réussi à sortir d'un examen avec le mode haute sécurité, mais je l'ai fait d'une façon que les étudiants ne le feront pas. C'est vraiment dur de sortir. On l'a testé sous macOS, on l'a testé sous Windows, Christian Dumais et moi. On s'est vraiment amusé à sortir des standards là, pour essayer toutes sortes d'affaires. Puis c'est bien fait, c'est vraiment difficile de sortir. Super, merci. Je vais reprendre la parole pour qu'on puisse prendre 2 dernières questions. Benoît Fournier, Mélanie Lavoie. Benoît, on ne t'entend pas. Oui, c'est ça. Je viens de me démuter. Excusez l'anglicisme. Oui, c'est ça. Sur compilation.net, on a un espace de stockage qui nous est alloué. Moi, j'utilise ça depuis 2016, puis je suis rendu à 44 puis là, encore là, je l'utilise de façon raisonnable. Moi, je pense entre autres aux profs de français et de philo qui peuvent avoir beaucoup de production. Qu'est-ce qui arrive quand on atteint la limite de l'espace de stockage? Ce qui serait dommage, ce serait de devoir effacer des versions précédentes. Puis là, à ce moment-là, on diminue notre banque de documents. Fait que moi, je ne sais pas, est-ce qu'on peut avoir de l'espace de stockage supplémentaire? Si tu t'approches de la limite, contacte le service informatique, un appel de service, puis on va régler le problème. On va contacter Compilation, puis on va s'assurer que l'espace va augmenter. Merci. Bonne nouvelle. Merci Benoît pour ta question. Mélanie, on termine avec toi. Oui, j'ai une autre question aussi. En fait, c'est que sur Google Classroom, quand on publie un devoir, il y a une petite case dans le bas qu'on peut cocher qui s'appelle « Vérifier les cas de plagiat » ou quelque chose comme ça. Je me demande si c'est vraiment efficace comme outil ou si c'est un peu de la frime ou... Je ne l'ai pas utilisé. Habituellement, Google, quand il affiche une fonctionnalité, elle fonctionne. OK. Maintenant, jusqu'à quel niveau, qu'est-ce que ça valide? Il faudra aller lire l'info. J'ai l'impression que ça doit valider entre les élèves, mais je ne suis pas sûr que ça fait toute la démarche de compilation là, plus loin. Mais il faut aller lire l'info. Il doit y avoir une case d'aide qui nous indique. Donc, tu peux me contacter à côté, Mélanie, puis on pourra vérifier ça. Parfait. Merci.
De rien. Super. Merci beaucoup pour votre présence, vos questions, vos partages. Alors, on termine sur la note suivante. Vous n'êtes pas seul pour gérer les cas de plagiat, tricherie, fraude. C'est jamais des situations faciles, ça demande un grand jugement professionnel, ça amène des questions éthiques, donc n'hésitez pas à en parler à vos collègues, à consulter les personnes ressources et à intervenir quand c'est important de le faire. On vous présente aussi à l'écran des ressources. Évidemment qu'on fait une activité d'1h30, on ouvre plusieurs portes. À vous d'aller dans celle qui vous intéresse le plus. Donc, plusieurs hyperliens ici pour creuser certaines questions. On vous demande aussi dans le formulaire d'évaluation d'activité que Jérôme nous a partagé dans le clavardage d'indiquer les sujets de formation que vous aimeriez pour l'hiver. On est là pour vous soutenir. On aime créer des formations adaptées à vos besoins en équipe. Alors, n'hésitez pas à nous partager vos besoins et aussi la forme d'atelier ou de formation qui vous semble la plus efficace pour vous. Merci encore une Claude, fois. je voulais juste ajouter, tu sais, tantôt, je me suis vraiment dépêchée pour dire mon point, mais j'ai oublié quelque chose de super important. Si vous voulez adapter vos évaluations, puis que vous questionnez, puis je pourrais-tu faire ça? Tu sais, nous, les CP, là, on est là pour vous, fait qu'hésitez pas à venir nous voir. Puis des fois, ça peut être juste pour brainstormer ou réfléchir, puis vous repartez, puis peut-être que vous allez faire, ah ben finalement, je vais rester avec mon évaluation comme était, mais des fois, tu sais, juste pour avoir un regard externe ou des nouvelles idées, ben n'hésitez pas, là, on est vraiment là pour vous. C'est bon, ben, parce que oui, vivre son autonomie professionnelle, c'est avoir recours des fois à un autre regard, mais au bout du compte, vous êtes les mieux placés pour prendre les bonnes décisions. Alors, on vous souhaite beaucoup de plaisir avec vos étudiants ce trimestre, beaucoup de plaisir à enseigner, à faire apprendre, puis on vous dit à bientôt pour une prochaine activité. On va garder le lien ouvert pour la période de partage de pratique. D'accord. On peut arrêter l'enregistrement.